et métiers et qui travaille au sein du laboratoire procédés et ingénierie en mécanique et matériaux, pardon, qui s'appelle le PIM, c'est cela. Donc, nous allons voir aujourd'hui, après la naissance des élastomères, comme nous, comment ils vieillissent et comment ils meurent. Ah. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai tendance à parler assez bas, donc je vais essayer de monter un peu la voix. Donc, comme ça a été dit, donc, je travaille aux arts et métiers, donc, à côté de la place d'Italie, dans un laboratoire qui s'appelle le PIM. Donc, c'est un laboratoire en fait qui travaille également, une équipe qui travaille sur le cycle de vie des matériaux polymères. Alors, essentiellement des plastiques, des thermoplastiques et des thermodurcissables, moins des élastomères. Lorsqu'on travaille sur les élastomères, souvent on travaille en collaboration avec Elanova, justement, on a plusieurs thèses sur ces sujets-là. Et donc on met en œuvre ces matériaux, on les caractérise après mise en œuvre, on regarde leur microstructure, leurs propriétés, et on étudie également leur durabilité. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des mécanismes de glissement et des méthodes d'accélération des élastomères. Donc, je vais plutôt faire une critique des méthodes d'accélération tout à l'heure. Et comme finalement, de par mon origine, de par ma thèse dans ce même laboratoire, j'ai développé de l'analyse de la modélisation cinétique. Donc j'aime bien comprendre les glissements et les quantifier pour être sûr que c'est bien qui se produisent. Donc cela m'amènera à vous montrer de temps en temps quelques développements cinétiques. Et justement, ces développements cinétiques nous permettront ensuite de critiquer un petit peu ces méthodes d'accélération. On a besoin de données à ce sens pour pouvoir les critiquer. Alors, en introduction, donc, je vais vous raconter quelque chose que vous savez déjà. Donc, il existe une grande variété de mécanismes de glissement des élastomères. Donc, il est d'usage en fait, de distinguer les mécanismes de glissement physique, d'origine physique, qui vont conduire à une altération des propriétés fonctionnelles des élastomères, qui par le fait qu'on va changer la composition globale de ces matériaux, mais sans altérer la structure chimique des chaînes d'élastomères. Et donc, on distingue généralement ces mécanismes physiques, justement, des mécanismes d'origine chimique, qui, eux, vont en plus conduire à une modification chimique de la structure de la chaîne élastomère. Alors, vous avez tout un tas d'exemples de glissements qui sont des mécanismes de glissement qui sont illustrés ici, et qui sont indiqués ici. Certains ont déjà été illustrés tout à l'heure. Moi, ce que j'ai choisi aujourd'hui, parce qu'on a un temps minimum pour faire une présentation, en fait, c'est de me focaliser sur le mécanisme de glissement chimique le plus courant, le plus fréquemment rencontré en pratique, c'est l'oxydation. Donc, je ne parlerai pas de l'hydrolyse qui peut se produire notamment dans tout ce qui est polyuréthane et silicone, qui vont avoir des importants dans leur durée de vie. Donc, je resterai sur des phénomènes d'oxydation qui ont été un petit peu déjà évoqués tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxydation, ça peut être amorcé de différentes façons, et ça peut être l'instabilité propre de la chaîne du polymère. Il peut y avoir des défauts de synthèse, il peut y avoir des produits d'oxydation qui ont été introduits au départ lors de la mise en œuvre. Et donc, ces espèces-là vont se décomposer. Donc, on va amorcer l'oxydation, mais ça peut être également une élévation de la température. Ça peut être un rayonnement UV qui va venir initier l'oxydation dans ces matériaux. Donc aujourd'hui, je me focaliserai essentiellement sur l'élévation de température et les rayonnements UV, donc ce qu'on appelle, nous, la photothermo-oxydation. Il peut y avoir également des attaques par des espèces chimiques très agressives qui sont déjà à l'état radicalaire, à l'état fondamental. Donc ça, c'est des exemples de, par exemple, les tuyaux d'eau qui transportent l'eau potable. Dedans, vous avez des désinfectants chlorés qui sont des radicaux qui viennent directement provoquer l'oxydation sur la surface intérieure des tuyaux et qui provoquent ensuite
ruine prématurée. Ça, c'est des problèmes qu'on a l'habitude également de voir. Alors, ça, c'est une vision globale du problème. En fait, c'est quelque chose qui a été mis à l'époque, ce graphique a été élaboré à l'époque dans le cas de membranes géotextiles, glissement naturel de membranes géotextiles en conditions extérieures. Donc, c'est des membranes en polyolépine, mais en fait, c'est quelque chose de très général qui concerne finalement l'intégralité des glissements naturels que l'on peut rencontrer en pratique également sur les élastomères. Donc, généralement, on distingue deux grandes étapes d'un glissement naturel. Donc, il y a une première étape qui va être entre 0 et un temps qu'on appelle le TI, indice I, pendant lequel, finalement, on ne va pas arriver à détecter l'oxydation par des techniques spectrochimiques ou courantes de laboratoire, mais au cours duquel, finalement, quand la formulation va évoluer, et il va y avoir notamment certains additifs qui sont rajoutés, comme les antioxydants, qui vont être consommés chimiquement, en voulant bloquer l'oxydation des polymères, ou qui vont être perdus physiquement, soit par évaporation et diffusion, soit également par ruissellement par l'eau, qui peut s'écouler le long de la structure. Et donc, comme les chaînes finalement, de polymères sont protégées par ces antioxydants, finalement, les propriétés fonctionnelles, avec des propriétés mécaniques ou des propriétés d'aspect, elles ne bougent pratiquement pas. Et ensuite, à partir de ce temps TI qu'on appelle une période d'induction ou période d'incubation, donc une fois que tous les antioxydants ont été perdus, ont disparu, là, l'oxydation va pouvoir, le matériau finalement va prendre de plein fouet l'agression de l'environnement extérieur. Et donc, l'oxydation va démarrer et va progressivement s'auto-accélérer. Et puis, va partir après une vitesse très rapide, de manière catastrophique. Donc, on voit la formation de différents produits d'oxydation. Généralement, ce qu'on mesure, c'est la formation de produits carbonyles. C'est l'essai chimique qui est souvent mesuré en pratique. Et parallèlement à cette auto-accélération de l'oxydation, on a une chute catastrophique et donc des propriétés fonctionnelles, donc les propriétés d'aspect, les propriétés mécaniques. Alors, il est d'usage en fait d'utiliser ce qu'on appelle un critère de chaîne de vie. Donc, ça va être une valeur critique de la propriété qui va être définie soit scientifiquement. Donc, on va regarder quelle est une concentration critique à un produit qui est responsable du changement des propriétés mécaniques. Donc, ça va être un critère de chaîne de vie structurale. Soit ça va être un critère plutôt industriel. Donc, on va regarder, par exemple, un changement de propriété d'aspect au cours du temps, où on va regarder l'apparition de micro-endommagements à la surface. Finalement, ça va être la chute d'une propriété mécanique. Il est d'usage dans l'industrie de considérer que lorsque une propriété mécanique a évolué d'un facteur 2, finalement, on atteint une durée de vie. Et donc, on définit la durée de vie associée à cette propriété critique de cette manière. Donc ça, c'est de la vue globale, en fait. Là, je vous donne un exemple, un cas concret, que l'on a été amené à traiter au laboratoire pour des pièces qui subissent un glissement naturel. C'est des pièces soit en polyolépine, soit en élastomère, dans le domaine de l'automobile. Et donc, là, on a essayé d'expliquer finalement l'évolution des propriétés d'aspect au cours de l'exposition. Donc, on a, très schématiquement, on a deux mécanismes principaux. Un premier mécanisme qui va être le jaunissement, qui en fait résulte dans la période d'induction de la consommation des antioxydants, notamment lorsque les pièces sont protégées par des antioxydants de type phénol. Ces phénols sont transformés en espèces qui amènent de la coloration matérielle, c'est des espèces chromophores. Et donc, donc ça, c'est un premier mécanisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de pièces qui sont pigmentées, ce premier mécanisme est difficile à observer en général. Et par contre, une fois que l'oxydation démarre, il va y avoir la formation, il va y avoir un blanchissement de la surface des pièces, une perte de brillance, qui en fait est le résultat
de la formation d'un réseau de microfissures en surface du matériau, un réseau de microfissures spontanées. Donc, schématiquement, ce qui se passe, en fait, c'est que l'oxygène qui est présent dans l'environnement extérieur va réagir avec la chaîne de polymère en surface du matériau sous l'effet de l'élévation de la température et du rayonnement UV qui va initier l'oxydation. Comme cette oxydation est contrôlée par la diffusion d'oxygène, qui est en fait la vitesse phénomène le plus lent, donc ça reste dans une couche très fine à surface, très très fine. Alors il peut y avoir également des phénomènes d'effet d'écran, d'opacité, formation d'espèces oxydées chromophores qui font qu'on a une atténuation aussi de l'intensité lumineuse dans l'épaisseur de la pièce, donc qui contribue au fait que l'oxydation reste dans cette couche très fine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une oxydation, en fait, vous avez également une densification de la matière, parce que vous incorporez des atomes lourds dans une structure au départ qui contenait du carbone et de l'hydrogène. Vous remplacez typiquement de l'hydrogène par de l'oxygène. Vous avez une densification du matériau. Et en même temps, vous formez des produits volatiles. Donc, quand vous avez densification et perte de masse, émission de produits volatiles, ça fait un retrait. Vous générez un retrait dans cette couche oxydée. Mais comme cette couche oxydée, finalement, elle adhère fortement aux couches qui sont en dessous. Donc, elle veut se rétracter, mais elle ne peut pas. Et donc, finalement, elle se retrouve sollicitée avec des contraintes. Vous avez un développement de gradient, de contraintes de traction dans cette couche-là. Et évidemment, lorsque finalement, la contrainte en surface atteint sa valeur limite en rupture, la fissuration des membres et va ensuite se propager. Et donc, c'est vraiment ce phénomène de micro-fissuration qui est responsable en fait, de ce blanchissement et cette perte de brillance. Et donc, la fissuration, elle peut aller loin. Et donc, elle peut mettre à nu, évidemment, des charges qui sont en profondeur dans la matière. Donc, on voit en surface l'apparition de talc, des choses comme ça. Mais c'est vraiment la perte du polymère qui fait que les charges remontent à surface. Ce n'est pas les charges qui migrent, ce n'est pas les charges qui diffusent en surface, comme on peut le voir dans la littérature des fois. Alors, lorsque on veut étudier le phénomène de glissement, en fait, il faut en fait, c'est un phénomène assez complexe qui comprend plusieurs mécanismes. Et donc, le premier objectif, finalement, c'est de comprendre ce qui se passe et de découvrir le mécanisme. Alors, pour écrire ce mécanisme, en fait, il faut prendre en compte, évidemment, tout un tas de paramètres, tout un tas de données. Donc, il faut prendre en compte les facteurs environnementaux, donc ça va être la température, des radiations, l'indice UV, évidemment la formulation du polymère qui va jouer un grand rôle, la présence d'instabilité du point de départ dans la chaîne de polymère, et il va falloir évidemment connaître les vitesses de toutes ces réactions d'oxydation qui vont se produire. Donc il faut connaître les constantes de vitesse, il faut connaître les rendements de formation des différents produits d'oxydation. Et comme l'oxydation est contrôlée par la diffusion, il faut également connaître les propriétés de transport des réactifs moléculaires et en particulier de l'oxygène. Ça permet finalement d'écrire un mécanisme. À partir de ce mécanisme, on peut dériver un modèle en utilisant des lois classiques de la cinétique chimique et prédire finalement un état de glissement à partir du modèle. Alors, ce qui est très important, c'est de prédire finalement les produits oxydés formés. Et également, ce qui est responsable finalement de la chute des propriétés d'aspect. En particulier, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'oxydation d'espèces phénoïques, donc qui va conduire à une coloration, un changement de couleur. Ça peut être des coupures de chaîne qui vont être responsables de la microfissuration à surface. Et évidemment, il faut faire tout un tas de techniques expérimentales en parallèle pour vérifier finalement qu'on arrive à bien décrire tout ce qui se passe. Et pour aller jusqu'aux propriétés fonctionnelles, propriétés d'aspect, propriétés mécaniques, eh bien, il faut également établir des relations structure-propriété. Il faut faire le lien entre l'oxydation, la formation d'une certaine espèce et l'évolution d'une propriété mécanique. Et évidemment, il faut avoir des critères de fin de vie pour, si on veut calculer, aller jusqu'à la durée de vie. Et tout ça, c'est très compliqué en fait, parce que finalement, les matériaux sont très complexes, la formulation est très complexe, et il y a de nombreux mécanismes. C'est pour ça qu'à cette approche multi-échelle et multi-technique, on a l'habitude également d'associer une méthodologie incrémentale pour étudier les glissements. C'est-à-dire qu'on va d'abord étudier le matériau
le cas de glissement le plus simple possible. Donc, ça va être, par exemple, l'oxydation, la thermo-oxydation ou la photothermo-oxydation du polymère pur en absence de tout type de formulation pour bien comprendre comment l'oxydation. Et ensuite, à partir de là, donc, on va étudier des cas d'oxydation de plus en plus complexes. Alors, il y a plusieurs sens pour aller vers des cas de plus en plus complexes. C'est soit d'augmenter au fur et à mesure, d'introduire de la formulation, d'introduire des additifs, et d'augmenter progressivement la formulation, et de voir l'impact de chaque additif sur l'oxydation du polymère. Donc, ça va être par exemple l'ajout de particules thermoplastiques, certains élastomères, ça va être les antioxydants, ça va être toutes les charges. Il y a des charges qui sont inactives, qui ont juste un rôle mécanique, et puis vous avez des charges qui ont un rôle mécanique, mais qui sont aussi réactives. Qui vont venir contrarier l'oxydation, qui vont essayer de la freiner. C'est par exemple le cas du noir de carbone. Et puis vous avez des charges qui sont plutôt pro-oxydantes, qui sont plutôt agressives, qui vont plutôt catalyser l'oxydation, l'accélérer. C'est plutôt l'exemple de l'oxyde de titane. Donc en fait, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas l'impact de chaque élément de la formulation. Et après, vous avez une autre dimension qui va être la prise en compte de l'épaisseur. Donc là, pour passer au gradient d'oxydation, on considère les FSS, que l'oxydation est contrôlée par la diffusion. Ben, c'est un cas d'oxydation plus compliqué qu'on va regarder plus tard. Alors là, on va avoir différentes espèces. On va considérer, évidemment, il y a l'oxygène, mais également, il va y avoir les antioxydants qui ne font pas que rester dans le matériau, qui diffusent dans le matériau et qui vont avoir tendance à migrer en surface pour venir essayer de bloquer l'oxydation en surface. Donc, c'est également très important de prendre en compte la diffusion des antioxydants. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir également des effets d'écran, des phénomènes d'opacité, voire des espèces d'oxydation qui sont formées, qui sont des espèces chromophores, qui vont avoir tendance à absorber l'énergie lumineuse et qui vont bloquer, finalement, rendre plus, diminuer l'épaisseur des couches oxydées en créant des gradients d'intensité dans l'épaisseur des vis. Donc ça, c'est, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un peu pour vous montrer la complexité d'un mécanisme d'oxydation lorsqu'on s'intéresse à la thermo-photo-oxydation. Donc la boucle qu'on regarde habituellement lorsqu'on fait de la thermo-oxydation, c'est la boucle bleue. Donc on considère que dans les matériaux des points faibles, il y a des défauts structuraux qui vont amorcer l'oxydation. Souvent, ces défauts structuraux, on les assimile à une concentration initiale d'hydroperoxyde. C'est la manière la plus simple de traiter le problème, puisque finalement, on a du mal à identifier vraiment ces défauts structuraux. Il y a tout un débat dans la littérature, il n'y a pas vraiment de consensus, personne n'est d'accord. Donc, pour régler le problème, on peut choisir une concentration d'hydroperoxyde équivalente. Donc, on va former des radicaux qui vont ensuite propager l'oxydation en venant arracher des atomes d'hydrogène sur des chaînes en polymère. Et ce qui est très important, ce que vous voyez, c'est que, je ne sais pas si on voit la souris, mais donc on reforme en fait, avec cette boucle, c'est une boucle fermée, on reforme le principal produit d'oxydation, de thermo-oxydation, qui est l'hydroperoxyde. Donc en fait, quand cette thermo-oxydation se met en route, lorsqu'elle démarre, c'est très difficile de la contrer, parce que comme elle crée son propre amorceur, elle s'auto-accélère sans cesse. Elle prend des vitesses vertigineuses. Alors, dans le cas de la photo-oxydation, on va avoir la même espèce qui va être très sensible au rayonnement UV, qui va également se décomposer un peu suivant la même boucle. Mais on va avoir d'autres espèces qui vont être très sensibles au rayonnement UV. Donc, ça va être notamment des cétones qui vont être formés par des phénomènes de bouture de chaîne. Donc, ils vont pouvoir se décomposer et également des boucles d'oxydation. Et on peut avoir ce qu'on appelle des peroxydes. Donc, c'est plutôt des chaînes qui réagissent ensemble avec des atomes d'oxygène intermédiaires. Donc, c'est plutôt des neuroréticulations qui sont formées, mais qui en présence d'un rayonnement lumineux, vont se redécomposer pour reformer des radicaux et enclencher des boucles d'oxydation. Donc, c'est quelque chose qui peut être finalement assez complexe. Alors, ce qui est important, c'est de connaître, finalement, quand on regarde l'oxydation, c'est de connaître l'effet finalement des facteurs environnementaux, notamment de la température et de l'intensité lumineuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement toutes ces réactions, là, ici dans la boucle bleue, ce sont des réactions qui sont thermoactives. Donc, on les accélère en augmentant la température. Par contre, les réactions qui sont plutôt dans les boucles rouges, là, ces réactions-là, qui sont amorcées par l'intensité lumineuse,
elles ne sont pas thermoactivées, elles sont directes. La vitesse de décomposition est directement proportionnelle à l'intensité lumineuse. Donc ici, je vous ai remis la théorie quantique qui vous permet de calculer la concentration en différentes espèces et qui est proportionnelle à l'intensité lumineuse. Mais cette loi, finalement, elle est un peu trop simple pour nous. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle dépend aussi de la concentration de l'espèce qui se décompose. Donc, pour redémontrer ça, en fait, il faut regarder pourquoi les espèces se décomposent, donc notamment les fameux hydroperoxydes, les carbonides, pourquoi ils se décomposent. En fait, c'est parce que ces espèces, finalement, elles absorbent le rayonnement UV dans une certaine zone, une certaine plage de l'onde. Et en fait, il faut, pour réexprimer cette vitesse de décomposition, il faut calculer ce qu'on appelle l'intégrale de recouvrement spectral, qui est finalement la superposition du spectre de la lumière avec la distribution spectrale du coefficient d'absorption de l'espèce en question. Donc, si on fait ça, finalement, on arrive à définir une grandeur qui est une grandeur de recouvrement. Donc, ça veut dire que les espèces, finalement, qui vont se décomposer, c'est parce que se trouvent dans cette région-là. Et on peut ensuite réintroduire cette grandeur à ce niveau-là pour définir une constante de vitesse, un peu comme on l'avait au-dessus. Simplement, maintenant, cette constante de vitesse, elle ne dépend plus, elle dépend pas de la température, mais elle dépend de l'intensité de lumière. Oui. Alors, très rapidement, donc, je voulais vous montrer comment on stabilise les polymères. En fait, pour stabiliser les polymères, en fait, on a deux voies. Comme c'est une noble cause, on vous laisse 2 minutes. On a deux voies. Donc, la première, c'est d'essayer de bloquer l'amorçage de l'oxydation. Donc, il y a des espèces qui sont des décomposeurs d'hydroperoxyde qui sont là pour bloquer l'amorçage de l'oxydation, qui permettent finalement à la première groupe de ne pas démarrer. Et ensuite, c'est éviter que l'oxydation se propage. Donc, en vérité, il va y avoir des antioxydants qui vont être là pour capter les radicaux et empêcher finalement que l'oxydation se propage à d'autres chaînes. Voilà. Donc ça, je vais passer au niveau des effets d'écran. Ça, c'est au niveau des transparents. C'était pour expliquer pourquoi est-ce qu'on avait des gradients d'oxydation, contrôle par la diffusion, problèmes d'opacité qui peuvent se poser dans certaines. Et donc, ces effets d'écran peuvent être utilisés comme voie de stabilisation des polymères. C'est important. Donc, par exemple, on peut essayer de trouver des voies, comme ça a été un petit peu expliqué tout à l'heure au niveau total, par exemple, des voies pour essayer de diminuer la diffusion de l'oxygène à travers les polymères, donc en alimentant la virtuosité, en rajoutant des nanochars. Mais on peut essayer aussi également de rajouter des vernis, voire des revêtements en surface des pièces pour essayer d'avoir des surfaces imperméables. Alors généralement, on n'aime pas trop faire ça, parce que les vernis qu'on va utiliser ou les revêtements, ce sont plutôt des vernis, des revêtements fragiles, qui peuvent amorcer une fissuration en surface. C'est comme ça. Donc ça, voilà. Et il y a d'autres voies pour augmenter l'opacité, éviter que les pénétrations de l'intensité dans les pièces, c'est de rajouter des absorbeurs UV, voire des réflecteurs UV. Il faut savoir aussi que le talc et la plaquette d'argile, en fait, elles peuvent réfléchir également, si elles sont bien orientées en surface de la pièce, elles peuvent réfléchir leur rayonnement UV et éviter ensuite l'oxydation sur le sol. Alors, c'était juste une minute, juste pour vous dire qu'en fait, alors, je n'ai pas eu le temps de vraiment l'expliquer, mais en gros, quand on veut accélérer le glissement, en fait, on utilise généralement des enceintes climatiques. C'est un peu pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. On utilise des enceintes climatiques avec des lampes UV et on augmente la température pour accélérer le glissement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un débat dans la littérature, c'est qu'on se pose la question, il y a beaucoup d'enceintes climatiques. Quelle est l'enceinte climatique qu'il faut choisir pour vraiment représenter le spectre solaire? Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez l'intégrale spectrale du recouvrement. Il fallait définir, lorsqu'on définit la vitesse d'amorçage de la photooxydation. Et en fait, donc, c'est très important d'avoir une enceinte UV qui représente exactement le spectre solaire, sinon on va avoir des vitesses d'amorçage de la photooxydation qui ne vont pas être les bonnes. Ça, c'est déjà au niveau des enceintes, il faut être vraiment très propre à ce niveau-là. Et la deuxième façon d'accélérer le glissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à augmenter l'intensité lumineuse et augmenter la température. Mais il faut être sûr que quand on fait ça, finalement, on reproduit l'état structural du matériau. On retrouve l'état de glissement qu'on veut accélérer. Et en fait, ce n'est pas si facile. En fait, on se rend compte que si on augmente la température, si on augmente l'intensité UV, on n'augmente pas de la même façon toutes les vitesses des mécanismes qui sont d'oxydation.
Donc, en fait, il faut faire attention. Et donc, il y a des lois cinétiques simplifiées qui peuvent être utilisées. Donc, je vous en montre ici un exemple à l'échelle locale. Lorsqu'on veut accélérer le glissement de la couche oxydée, il faudrait finalement que l'intensité lumineuse et la température soient liées sous une forme suivante, de manière à pouvoir. En fait, cette courbe, là, elle vous représente toutes les conditions de glissement accéléré qu'il faudrait utiliser pour reproduire le glissement naturel de départ. Donc, ça, c'est à l'échelle locale. Et à l'échelle globale, comme on a une formation d'une couche oxydée qui va être responsable de microfusion, il faudrait au moins retrouver, grosso modo, la même épaisseur de couche oxydée. Ici, à l'état naturel de glissement est homogène, il n'y a pas de gradient d'oxydation, mais il faut que dans les conditions d'accélération, on retrouve une oxydation homogène. Il ne faut pas passer sur une oxydation hétérogène. Sinon, les conséquences sur les propriétés fonctionnelles vont être complètement différentes. Et donc, de la même façon, on peut définir une courbe en dessous de laquelle on va avoir une oxydation homogène et au-delà une oxydation hétérogène. Donc, on peut utiliser des outils cinétiques finalement pour essayer de critiquer les méthodes d'accélération et pour choisir les conditions de glissement qui seraient les plus réalistes pour accélérer le glissement naturel. Voilà. Voilà. Et donc, en gros, ma conclusion, c'est ça. C'est qu'en gros, au niveau des mécanismes de glissement, beaucoup d'efforts ont été faits ces 30 dernières années. On les connaît assez bien. Alors, évidemment, il y a des choses qu'il faut encore affiner. On ne connaît pas bien. On ne connaît pas l'effet de tous les additifs. Il y a des couplages entre différents mécanismes qu'on ne maîtrise pas encore, notamment entre l'oxydation, l'absorption d'humidité et l'hydrolyse. Ça, c'est un réel problème. Les conséquences sur les propriétés fonctionnelles, encore, on a du travail à faire. Mais au final, l'objectif, c'est d'aller vers un modèle qui permettra de calculer la durée de vie, mais également de définir les conditions d'accélération du glissement. En fait, ce n'est pas possible par avance, si on ne connaît pas le glissement et si on ne connaît pas de quelle façon on va l'accélérer avec le modèle, de définir les conditions de glissement accéléré. Il faut déjà avoir les outils, il faut déjà connaître les glissements pour pouvoir faire ce travail. Et donc, c'est au final, lorsqu'on aura tout compris, qu'on pourra être sûr de faire les choses proprement. Alors, je vous propose de rester là. Merci, on passera.